Voilà, nous sommes de retour. We are back. Thank you very much for being back here with us in the room. Merci d'être de retour avec nous dans la salle. Et puis, merci à toutes et à tous de nous suivre, toujours sur le web et toujours sur Monaco Info. It's a pleasure to welcome you if you're joining us now. And thank you very much if you were with us this morning already. Tout de suite, un thème clé sur ce forum Peace and Sport, le rôle du sport dans la construction d'une paix durable. This is a key moment now, with the role of sport in building sustainable peace. L'expérience du programme fondé sur le sport comme outil pour la paix témoigne de la capacité du sport à prévenir les conflits, d'une part, à rétablir les relations de confiance au sein des communautés et à restituer les liens sociaux une fois qu'ils ont été déchirés. C'est une question clé. Pour y répondre, je vais appeler quelqu'un qui nous parle toujours en bien de géopolitique, parce qu'il nous explique un petit peu ce qui se passe justement dans les différents points chauds du globe. C'est le directeur et fondateur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, M. Pascal Boniface. Pascal, bienvenue. Merci d'être avec nous encore une fois. Je vais vous laisser intervenir. Ensuite de ça, vous aurez quelques invités. Merci Marc. Bonjour mesdames et messieurs. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être à Peace and Sport. Et on voit le travail accompli depuis 2008, depuis la première session, sur une intuition assez pertinente et même géniale de Joël Bouzou de dire le sport est un moyen, non seulement géopolitique, mais un moyen qui peut être mis au service de la paix. On a encore eu plusieurs exemples frappants. Lors de la Coupe du Monde, Didier Drogba a rappelé dans la session précédente comment le football avait permis de mettre fin à la guerre civile en Côte d'Ivoire en faisant pression et effectivement en mettant l'impact, sa réputation au service de la paix. Et on a vu encore récemment ce rassemblement. Rappelez-vous, il y a 5 ans, l'Arabie Saoudite déclarait un blocus contre le Qatar. Aujourd'hui, le prince héritier et véritable leader de l'Arabie Saoudite est venu à Doha et on a vu l'émir du Qatar porter le drapeau saoudien pendant un match de l'Arabie Saoudite et on voit que ces deux pays se sont réconciliés et que le sport a été le moyen de montrer ce rapprochement. C'est bien sûr pas le sport en tant que tel qui peut tout réparer, mais lorsqu'on a besoin de symboles forts, le sport vient en premier lieu. Effectivement, le sport pour la paix, il y a 3 fonctions. Prévention, pendant le conflit, de limiter les dégâts, et cette merveilleuse photo qui a été projetée hier de la Première Guerre mondiale, et puis ensuite, lorsque le conflit prend fin, eh bien, de réconcilier des communautés qui ont été déchirées. On va avoir tout à l'heure un cas très précis du cas colombien qui montre bien comment cela peut fonctionner, comment cela fonctionne. Mais effectivement, tout d'abord, le sport peut être mis au service de la paix pour prévenir des conflits, que ces conflits soient internes ou internationaux, que ces conflits concernent une commune ou des pays. Et le maire de Grigny, qui sera bientôt avec nous, va nous expliquer comment, dans une ville très particulière, eh bien, il a pu se servir du sport pour venir pacifier les relations sociales, les relations intercommunautaires. Mais lorsque le conflit existe, le sport peut servir de canal de communication, peut servir à finalement limiter l'ampleur du conflit. Et c'est bien sûr, lorsque le conflit est terminé, que le sport est le meilleur moyen de ramener des gens qui se sont battus à se parler, parce que le sport est une opposition codifiée, pacifiée. Des pays qui sont en guerre ne se font pas de compétition sportive, mais une fois que la paix est revenue, le sport est un premier contact et on voit que dans le sport, l'opposition est nécessaire, mais l'opposition, elle est régulée, elle est arbitrée, elle est mise au service d'une cause commune et on a besoin de l'autre. L'autre est à la fois un adversaire et un partenaire, alors que dans le conflit, il n'est qu'un adversaire qu'il faut détruire. Là, on ne va pas le détruire parce qu'on a besoin de lui. Et puis, c'est bien sûr des communications, c'est le fait de se parler, de découvrir que l'autre n'est pas la figure horrible qui a pu être décrite par une propagande, mais c'est quelqu'un avec qui on va aller au vestiaire, avec qui on va échanger des propos, avec qui on va plaisanter, avec qui on va se prendre en photo ensemble et puis finalement connaître l'autre. Le sport, la plupart des enfants dans le monde ont connaissance de l'étranger, tout d'abord par le sport, parce qu'ils vont admirer une vedette sportive qui n'est pas de leur pays, qui n'a pas leur couleur de peau, qui ne partagent peut-être pas leur religion,
et il s'en moque, parce qu'il admire quand même, parce que les talents du sport sont mis au service de l'admiration. En géopolitique classique, la puissance fait peur, qu'elle soit économique, parce que souvent la puissance économique impose des sanctions, qu'elle soit militaire, parce que souvent la puissance militaire appelle à la guerre. Mais dans le sport, la puissance suscite non pas la peur, mais l'admiration. Et c'est toute la différence. C'est que le sport est devenu un instrument très fort de ce qu'on appelle le soft power, la puissance douce, et ces deux termes ne sont pas contradictoires. Puissance douce, ce n'est pas un oxymore, c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait complémentaire. Et grâce au sport, effectivement, eh bien, on a une admiration pour celui qui est puissant, parce que celui qui est puissant ne vous veut pas de mal. Il veut juste vous éblouir, il veut juste vous faire partager son talent et mettre au service de tous ce talent et le travail qui est à la base de ce talent. Donc oui, le sport, eh bien, c'est un merveilleux outil de rapprochement, de pacification, de vivre ensemble. Quand il y a du sport, on vit ensemble, on partage les émotions, on partage les joies, parfois les tristesses aussi, quand votre équipe favorite perd, mais on est ensemble. On est ensemble et dans un monde où la société est de plus en plus fracturée, dans un monde où le multilatéralisme est de plus en plus mis en cause, le sport doit encore plus que jamais être mis au service de la paix. Et donc, merci et bravo à Joël Bouzou et merci et bravo à Peace and Sport pour ce travail formidable entrepris il y a un peu moins de 15 ans et qui se développe chaque année et dont on voit le succès grandissant et la reconnaissance confirmée année après année. Merci Pascal, merci beaucoup. Pascal, vous allez, bien entendu, sous vos applaudissements, vous allez rester avec nous. On va inviter pour parler avec vous le maire de Grigny, président de la FCDRP des maires pour la paix, Monsieur Philippe Rio. Merci de l'accueillir. Alors Philippe, je suis très heureux de t'avoir, on se connaît depuis peu mais on se tutoie. Philippe est donc le maire de Grigny, qui est la commune la plus pauvre de France. Et Philippe est Ballon d'Or des maires, parce qu'il a été élu meilleur maire, non pas de France, non pas de l'Union européenne, meilleur maire du monde quand même, meilleur maire du monde qui est là à Monaco pour justement les efforts faits pour rassembler les gens, pour lutter contre la pauvreté, et le sport a été un moyen important. Donc dans ton combat contre l'exclusion, la pauvreté, c'est vrai que le sport c'est quand même l'inclusion sociale, et qui t'a permis donc de recevoir ce titre tout à fait mérité de meilleur maire du monde. Quelle place accordes-tu à la pratique sportive dans l'accomplissement de ces objectifs sociaux et économiques ? Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation, très honoré et ému d'être présent à vos côtés. Si vous me permettez, puisque nous sommes en période de Coupe du Monde, un grand footballeur du nom de Pelé avait cette phrase sur la pauvreté. La pauvreté vous dépouille de tout, de la confiance en soi et du respect de soi. La pauvreté, c'est la peur devant la vie. Dit par ainsi illustre sportif du sport le plus populaire, cela démontre en quoi le sport est un outil extrêmement important pour lutter contre la pauvreté, mais aussi la paix. M. Boniface l'a dit, je suis aussi président de Maires pour la Paix France. Et lutter contre l'exclusion et la pauvreté, c'est d'abord considérer que le sport est un droit. Ce que l'on oublie bien souvent, y compris en France, au même titre que les autres droits humains, du droit au logement, du droit à l'éducation, ou ce que nous aimons bien en France, le droit à la culture. Le sport doit être à ce niveau-là, et nous avons le devoir de construire une nation sportive, et cela commence par la plus petite échelle, qui est celle de la commune et de la localité. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en 2010, à New York, recevait les représentants de cette ONG, Mayor for Peace, présidée par les maires d'Hiroshima et Nagasaki, et il leur disait la chose suivante. La paix ne se fait pas uniquement à New York ou à Genève. Elle commence dans les villages, les quartiers et les villes. Et vous, les maires, vous avez une responsabilité en tant que leader local pour promouvoir la culture de paix. Le sport, c'est la même chose.
Le sport, bien évidemment, ce sont les Jeux Olympiques. Ce sont les Jeux du Commonwealth, comme il a été dit par mon collègue maire de Birmingham. C'est aussi des meetings importants comme à Monaco. C'est une Coupe du Monde, mais ça commence d'abord dans les villages, dans les quartiers et dans les villes du monde. Alors vous avez évoqué les Jeux Olympiques. Ils vont avoir lieu les prochains à Paris d'ici 2 ans. Comment la ville de Grigny peut être impactée par les Jeux Olympiques? Comment on passe du global au local? Et puisqu'on parlait, Sylvie Laurent a parlé de legacy, de l'héritage, quel héritage Grigny attend des Jeux qui seront à quelques encablures de votre ville? Ce lien entre le global et le local, entre le penser global et l'agir local, demande à ne pas attendre uniquement des politiques descendantes, top-down, mais au contraire bottom-up. Et nous devons nous emparer de cet événement planétaire incroyable pour ne pas être uniquement spectateurs, mais acteurs par la création d'un projet sportif de territoire, de recréer un écosystème entre l'école, les clubs et les fédérations et les villes comme une première étape indispensable à construire l'héritage, puisqu'un élément est important à comprendre. Après des Jeux Olympiques, il y a à peu près 20 à 30% d'adhérents supplémentaires dans les clubs sportifs de nos villes. Et nous devons réussir ce moment-là. Ça veut dire de la structuration, ça veut dire penser autrement nos politiques publiques et nos relations avec nos acteurs. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons créé avec différents collègues le Conseil national des solutions qui portait l'idée de faire cité olympique à l'échelle locale pour créer cet écosystème d'acteurs, ce projet sportif de territoire, parce que pour une commune, le sport c'est plus que du sport. On y fait de l'aménagement du territoire, de la construction d'équipements publics, de l'urbanité sportive par des aires de jeu dans l'espace public. C'est aussi de l'éducation, de la santé. Quoi d'autre encore? Plein de choses. Et donc, nous sommes à la croisée de tous ces chemins-là et nous devons penser le sport comme ça et l'impact des Jeux Olympiques pour accéder au sport et fidéliser les pratiques sportives. Alors on parle souvent de Grigny comme d'autres villes d'ailleurs de banlieue, souvent en termes négatifs pour montrer des exemples de violence, pour parler de la misère, etc. Comment le sport peut être utilisé pour lutter contre cela? Et j'irais, question supplémentaire aussi, comment faire que des fois les médias s'intéressent aux bonnes nouvelles et viennent montrer ce qui marche au lieu de se focaliser sur ce qui ne marche pas? Merci pour la dernière question, qui est effectivement un combat quotidien. Le travail de journaliste, c'est objectiver une situation. Et pas uniquement être là quand il y a un problème, mais lorsqu'il y a aussi des solutions et des parcours de vie et des trajectoires de vie de jeunes sportifs notamment. Je prendrai un petit exemple, très rapide. Il n'y avait pas de rugby dans ma commune. Nous créons une section de rugby dans l'école et hors l'école. Une jeune fille, 14-15 ans, était un leader négatif. Ne trouvait pas sa place ni à l'école ni dans la société. Elle découvre ce sport. Elle témoigne 1 an après. Elle est aujourd'hui déléguée de classe, capitaine de son équipe de rugby, et c'est un leader positif. Et elle découvre à travers sa pratique sportive en quoi ça l'a canalisé, en quoi ça lui donne du plaisir, et donc elle a complètement changé de perspective de vie. Et c'est ça l'impact du sport. Quand je dis le sport, c'est plus que du sport, c'est dans nos villes populaires, il y a quelque chose qui est méconnu, 2 choses. D'abord, il nous manque des équipements sportifs dans les villes populaires françaises. Nous sommes carencés en équipements sportifs. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, nous avons travaillé avec le Premier ministre Jean Castex à rattraper les équipements sportifs en France. Donc dans les villes populaires, il y a moins d'équipements sportifs et c'est l'endroit en France où il y a le moins d'adhérents chez les jeunes dans les clubs sportifs. Et les Jeux Olympiques, s'ils ne nous permettent pas de régler ces 2 problèmes,
d'une stratégie d'équipement sportif, et nous l'avons réalisé en mettant avec les fédérations des terrains de basket 3-3, Jeux Olympiques, des dojos solidaires avec France Judo, qui nous permet même d'aller plus loin, puisque nous allons faire comme au Japon, à mettre des dojos dans les écoles, à refaire un terrain de rugby praticable en synthétique, à refaire des terrains de football en synthétique, pour pouvoir travailler tout le temps et être au service du sport scolaire comme du sport en club. Et c'est ça, ce rattrapage que nous devons faire pour dire oui, l'héritage se construit maintenant par des choses très concrètes dans nos territoires, dans nos quartiers et dans nos villes de France. Et en fait, ces investissements, ce sont aussi des investissements de sécurité, de santé, oui, et qui ont, au-delà, comme tu l'as dit, au-delà du sport, ont des impacts sur la vie des gens. Impact complémentaire. Je vais en donner 2-3 exemples très concrets. Le premier, vous entendez beaucoup parler, en tout cas en France, il y a un phénomène terrible, les rixes entre jeunes, entre quartiers. Pas plus tard qu'il y a 2 jours encore, un jeune de moins de 18 ans mort. Le sport, par exemple, nous avons 2 quartiers populaires, souvent en conflit. Qu'est-ce qui fait l'unité de ce quartier? De ces 2 quartiers-là? Le club de football. Ils ont le même maillot. 3 fois par semaine, ils se rencontrent, ils jouent dans la même équipe. Et nous dénouons les tensions lorsqu'il y a les tensions grâce à l'éducateur sportif. Deuxième sujet, un élément important du sport, de ce que j'appelle la performance sociale du sport, c'est le volet insertion, formation, emploi. Le sport est une économie. Elle a besoin d'éducateurs, d'éducatrices formées. Et donc, nous venons par exemple de créer avec un mouvement associatif, avec plusieurs collectivités, un nouveau diplôme en France, coach d'insertion par le sport. Coach d'insertion par le sport, où nous allons chercher les jeunes les plus décrochés, les plus loin de tout et qui n'ont qu'un seul intérêt, le sport. Dernier exemple, c'est bien évidemment celui de la santé. Dans nos villes populaires françaises, l'obésité explose et nous avons mis en place dès 2019 une quasi-gratuité sur la licence sportive. Et dans une ville extrêmement pauvre comme Grigny, la quasi-gratuité a permis à 600 enfants de plus de faire du sport, des enfants entre 6 et 16 ans, dont 60% de jeunes femmes, qui est un autre sujet, mais ô combien important. Et bien, ces enfants qui aujourd'hui font du sport, on voit bien évidemment le recul des phénomènes d'obésité par la gratuité, le droit au sport, l'accès au sport par les éléments économiques. On voit là les exemples très concrets au cœur de la ville. Pour terminer cet entretien vraiment passionnant, merci Philippe. Quels sont les atouts de la ville de Grigny, une fois encore, dont on parle trop souvent en termes négatifs? Quels sont les atouts de ta ville pour réussir ce pari sur le sport au service de la population? Comme un outsider dans une compétition sportive, il n'est pas favori. Mais avec un travail d'équipe, avec une envie, une soif de vaincre, eh ben, nous pouvons faire vraiment de très 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 belles choses, changer des trajectoires de vie. J'ai encore plein d'exemples, mais je n'ai pas le temps de vous les compter. Voilà, cette soif de vaincre en équipe, parce que c'est ça une commune aussi. C'est un mouvement associatif absolument remarquable, un mouvement sportif qui est remarquable, qui est à la croisée des chemins, mais qui ne demande qu'à participer activement. Et je vois par exemple Ladji Doucouré, qui a été champion du monde de 110 mètres haies, voir Ladji Doucouré accepter de donner son nom à une piste d'athlétisme. Je peux vous assurer que le nombre d'adhésions dans le club d'athlétisme a été multiplié par 5 en un an. Et Ladji Doucouré est quelqu'un qui fait passer des valeurs de paix. D'ailleurs, nous avons créé un relais pour la paix avec Ladji Doucouré au mois de septembre et on le fera chaque année parce que la paix est aussi dans notre ADN local. Merci Philippe Rio. On comprend en t'écoutant pourquoi, ce sont les maires qui sont les favoris en termes d'élus des Français, et deux, pourquoi tu as été élu meilleur maire du monde. Tout à fait. Bravo. Merci Philippe. Merci Pascal.
Alors Pascal, on va présenter la prochaine table ronde. Elle se fera en espagnol. Je dis pour celles et ceux qui désirent la traduction. Donc, if you want to have the translation, you have to take the headsets. The next round table will be only in Spanish. So this will be translated in French or in English. So feel free to use headsets. Pascal, pour la présenter. Voilà, alors après la ville de Grigny, on va passer à un pays, la Colombie. La Colombie, dont il a été longtemps question, là aussi, de façon négative. Un pays qui a connu 40 ans de guerre civile, un pays qui a néanmoins mis fin à cette guerre civile et dont les parrains de la paix ont été récompensés par un prix Nobel de la paix. Et puis avec une nouvelle équipe au pouvoir qui s'est beaucoup servi du sport, notamment justement pour que ce pays qui a été déchiré par la violence, par les trafics aussi, eh bien, puisse mettre le sport dans le rapprochement. Et par rapport aux anciens guérilleros qui ont déposé les armes, le sport était un instrument extrêmement puissant, extrêmement important, extrêmement efficace pour amener, parce que, effectivement, au lieu de se tirer dessus, on échange des ballons, on échange des sourires et on fraternise. Et donc, nous allons avoir, pour parler de cette expérience colombienne, un acteur de terrain à Bogota, M. Flores, qui est fondateur de la COP Colombia, et puis l'Ombudsman national, le médiateur pour la protection du droit au sport. Il y a maintenant en Colombie un médiateur pour la protection du droit au sport. Donc, un peu comme on a parlé avec Philippe Rio, le sport est considéré comme un droit, et qui donc, c'est le docteur Lucena, qui est ancien ministre des Sports. Et puis on aura en visio aussi après le vice-ministre des Sports. Et donc, j'appelle les prochains intervenants à venir pour montrer comment la Colombie a pu panser ses plaies, dépasser ses déchirures grâce au sport pour revenir paisible et pour revenir à un pays radieux dont l'avenir semble assuré. Merci Pascal. Et c'est Annalina Twail de Peace and Sports qui va présenter cette table ronde avec Gelson Flores, COP Colombia International, et Ernesto Lucena, el doctor Ernesto Lucena, Defensoría del Pueblo. Annalina. Buenas tardes para todos y todas. Bonjour à toutes et toutes. Me encuentro aquí con... Disculpas. Me encuentro aquí con el señor Ernesto Lucena, actual delegado de la Oficina de Derechos Humanos y Deporte en la Defensoría del Pueblo, y con Gelson Flores, que es el fundador de la organización de terreno COP Colombia, un club social fundado en Usme. Como lo ha subrayado Pascal Bonifaz, Colombia firmó un acuerdo de paz en noviembre de 2016 que puso fin a un conflicto de más de 50 años. Un conflicto que dejó a más de 250.000 personas muertas y más de 80.000 desaparecidos. Es un conflicto que realmente ha marcado la historia de Colombia, sin duda, y se firmó un acuerdo de paz histórico en este año, en el 2016. Este acuerdo condujo a la reducción significativa de la violencia en la mayor parte del territorio colombiano. Sin embargo, en algunas zonas rurales y zonas de extrema pobreza, la violencia sigue por grupos armados residuales, especialmente. En junio de este año, Gustavo Petro, el nuevo presidente electo, durante su primer trimestre de gobierno habló de paz total, un concepto que abarca el sometimiento de los grupos armados restantes y que pone énfasis en la reintegración de los excombatientes FARC que por el acuerdo de paz se habían desmovilizado. En este marco, Colombia aparece como un escenario particularmente interesante para desarrollar el rol del deporte en la construcción de paz a medio y largo plazo, para que el deporte pueda contribuir a la construcción de una paz estable y duradera. En este marco nos parece bastante esencial el intercambio de experiencias entre Colombia
y el sector internacional del deporte para el desarrollo y la paz. También nos parece esencial el apoyo a ONGs locales a nivel logístico, material y técnico, y también nos parece fundamental la incorporación de programas de deporte para el desarrollo y la paz en los planes nacionales de desarrollo y posconflicto. Señor Ernesto Lucena, entonces usted lideró la transición de Coldeportes, que era la Agencia Nacional de Deportes, hacia el Ministerio del Deporte de Colombia, convirtiéndose en el primer ministro del deporte de la historia. ¿Es cierto? Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a todas las directivas y los miembros de Peace and Sport. Gracias por tenernos acá. Sí, así fue. Después del gobierno del presidente Santos, una de las iniciativas más importantes que pudo haber tenido Colombia fue la creación del Ministerio del Deporte. Y la creación por una razón esencial, y lo dijimos cuando tuvimos que debatirlo con el Congreso de la República, y es que el deporte es educación. Cuando uno entiende que un país necesita el deporte para educar, es allí donde está transformando una sociedad. Cuando logramos tener el Ministerio del Deporte, inmediatamente se duplicaron los recursos. Es decir, pasó de ser una agencia nacional que tenía unos recursos, cuando se convierte en Ministerio del Deporte, se duplican los recursos y se amplía la cobertura. Cuando a uno le preguntan si es posible alcanzar la paz, yo digo que sí. Lo importante es cómo se consigue la paz. Y el deporte es hoy por hoy, y por eso felicito a Peace and Sport, la herramienta fundamental para la consecución de paz en el mundo. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos anteriormente, la paz es educación, pero tenemos que saber a quiénes les va a llegar esa paz. Veía esta mañana jóvenes de colegio, de universidades. Es muy importante que ellos entiendan el rol que juega la paz en el cerebro humano, el deporte en el cerebro humano. Y hoy creo que nosotros lo hemos alcanzado, no la paz total en Colombia, estamos todavía trabajando en ello, pero sí haciendo entender a los gobiernos que el deporte es un instrumento de paz porque transforma los cerebros y la manera como las personas entienden los conflictos. El deporte nos ayuda a trabajar en equipo, nos vuelve resilientes, nos vuelve empáticos, pero también tiene algo muy importante, y es que independientemente de qué ideología creas, en un lado, en otro, el deporte hace entender al otro no como un adversario, sino como un cooperante que te ayuda a conseguir el éxito. Entonces creo que en Colombia ese ha sido el punto fundamental de nuestro ministerio y que esperamos siga contribuyendo transversalmente a la paz total. Muchas gracias. Sí, es verdad que parece que llegamos en Colombia como a un punto de inflexión, ¿no? Que todas las condiciones están ahora reunidas como para poner el deporte en el centro de la agenda política. Absolutamente. Y repito, y que sea un mensaje para los países que quieren colaborar en ese proceso de paz en Colombia. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Deporte tienen que trabajar articuladamente. Hoy el problema no es únicamente conseguir la paz, sino también entender que hay otros ciudadanos que directa o indirectamente han estado en el conflicto y que tienen, por ejemplo, lo estamos viendo en las tasas, problemas de salud mental. ¿Cómo enfrentas tú la sociedad a los problemas de salud mental sin deporte, sin recreación, sin actividad física? Entonces, la paz total significa que no solo se hace con las personas que han estado en un conflicto armado, sino que hay una parte de la sociedad que también tiene que ser correlativa de ese proceso de paz. Muchas gracias, señor Lucena. Ahora vamos a pasar a Gerson Flores. Gerson, tú tienes una trayectoria bastante increíble. Empezaste tu labor de defensa de los derechos de los niños a tan solo 11 años, derechos de los niños afectados por las minas antipersonales, y hiciste muchos viajes internacionales como para hacer valer estos derechos de los niños en el marco del conflicto armado. ¿Cómo es que decidiste crear COP Colombia, un club social de fútbol basado en USME, basándote en el deporte como herramienta para la construcción de paz? Gracias, Analina. Muy buena tarde para todos. Agradecer igualmente a todos los directivos de Peace and Sport, a las personas que se encuentran presentes, al doctor Ernesto por acompañarme en este panel.
Y creo que primero habría que mencionar un poco sobre cómo inicia esa historia o el por qué me involucro yo a los 11 años en temas relacionados con la paz. Resulta que en unas vacaciones de cualquier niño de esa edad va con su padre y con un amigo a conocer una zona de Colombia que de hecho era bastante afectada por el conflicto armado. Simplemente estaba en mi plan de vacaciones y estuve jugando con algunos niños. Yo creo que desde ahí ya partimos cómo el deporte realmente tocó mi vida en ese momento. Soy amante del deporte desde muy niño, mi padre ha sido amante del deporte desde muy niño y vi a algunos de estos chicos que estaban jugando en un espacio, me acerqué a ellos y me invitaron a jugar, como puede suceder en cualquier espacio. A mi regreso a Bogotá, donde vivo, dos de estos niños, o bueno, dos niños de esta zona mueren por causa de las minas antipersonal en el mismo espacio donde habíamos estado jugando. En mi vida eso crea un impacto, un choque emocional muy grande y es donde determino que algo tengo que hacer para contribuir a la paz de Colombia. Por eso empecé en el tema de las minas antipersonal, en la abolición de las minas antipersonal en Colombia. Durante muchos años hice un trabajo de sensibilización y en algún momento también estuve en el Congreso de la República sustentando por qué era necesario la ratificación del Tratado de Ottawa. Entonces estos niños que no tenían voz, aquellos que habían sido víctimas por las minas y que no podían practicar un deporte, hace que realmente se complemente con ese trabajo que estaba haciendo. En 2002 soy invitado a Noruega a dictar unas charlas sobre niños en conflicto armado. Conozco al presidente de ese momento de la Federación de Fútbol de Noruega, el señor Per Ondal, y al famoso jugador de fútbol Solskjaer, que en su momento fue técnico del Manchester United. Me invitaron a conocer varios de los programas de fútbol que se desarrollaban en Noruega y conozco la Norway Cup. En ese momento pienso sobre cómo podría un equipo de niños estar presente en ese torneo representando a nuestro país y empezando a ser embajadores. Finalmente en ese año no sucede, pero llega el 2007 y después de todo ese proceso que había hecho como niño y muchos consejos que me dieron sobre la necesidad de representar una institución, porque desafortunadamente en el mundo es necesario tener una organización, tener alianza con instituciones para que realmente pueda tener un eco más grande. Entonces es cuando decidimos crear COP Colombia Internacional. Mi padre siempre estuvo detrás mío con un apoyo moral, emocional constante y allí él decide ser parte de la organización y es como iniciamos. Quiero resaltar dos cosas muy importantes de este primer proyecto. Cuando regreso a Noruega a presentar la idea de tener un equipo de niños en la Norway Cup, fue muy bien aceptado, pero a mi regreso a Colombia decían que yo estaba loco, que cómo iba a ser para que un equipo de niños pudiera llegar a participar en un torneo en los países escandinavos cuando difícilmente los niños podían salir de Bogotá. Y fue más o menos la misma situación que me plantearon cuando yo era niño y decían, pero Gerson, ¿usted qué cambio va a poder hacer si es que no han podido los grandes gobiernos? Pero aquí es donde yo considero que es muy importante dar un mensaje claro a la niñez, a la juventud de nuestro mundo. Y es que las limitaciones existen solo en la mente. Si uno se propone y ama lo que quiere, lo logra. Por eso es tan importante que nosotros formemos a nuestros niños y jóvenes para que amen el deporte, no para que amen la competencia. La competencia pasa a un segundo plano, pero para que amen el deporte y se pueda convertir en un estilo de vida. Cierro con este paréntesis. No llevamos un equipo de niños, llevamos dos equipos, un equipo de niños y un equipo de niñas. Era la primera vez que un equipo de niñas iba a participar en un torneo internacional de esa magnitud por Colombia. Estas niñas no jugaban fútbol de salón y desafortunadamente en la parte deportiva no pudieron hacer un gran desempeño, pero fueron consideradas tanto las niñas como los niños como grandes embajadores del fair play. Y haberse puesto esa camiseta de la selección Colombia, haber representado a su país,
fue un cambio de mentalidad total, especialmente para ellas. 3 años después nos entregaron los primeros trofeos como campeonas de 2 de los torneos más importantes que se jugaron en Colombia. Y creo que aquí es donde vale resaltar la importancia de las niñas en la práctica del deporte, en cómo realmente no solo tiene que verse para que ellas crezcan y se puedan ver mejor físicamente, que es mucha de la percepción que existe desafortunadamente en nuestra sociedad, y que el chico practica el deporte para sentirse aceptado socialmente, para sentirse más cool. Y no, realmente si nosotros tenemos una comunicación asertiva sobre las buenas prácticas del deporte, como durante todos estos 15 años de trabajo en terreno hemos venido desarrollando, creo que los cambios son profundos en la sociedad. Gracias, Gerson. Justamente hablabas de cambio y resaltaste la experiencia de 15 años en terreno de COP Colombia. Después de todos estos años implementando estos programas basados en el fútbol, ¿qué impacto concreto han tenido estos programas en las comunidades? Bueno, yo quiero empezar mencionando la importancia que ha tenido tener una visión más amplia en el deporte. Como lo mencionaba hace un momento, las chicas generalmente se enfocaban en un aspecto específico, los chicos en un aspecto específico, y los objetivos eran a corto plazo. Pero cuando tú les preguntabas a ellos cuáles son esos objetivos de practicar el deporte a mediano y largo plazo, muchas veces no tenían una respuesta. Entonces ahora, con esta visión más amplia del deporte, ellos tienen la posibilidad de crear un proyecto de vida en torno al deporte. ¿Por qué? Porque se les enseña a través de esa comunicación asertiva que el deporte no se trata solo en la formación de atletas de alto rendimiento, que hay otros aspectos del deporte que impactan directamente en la sociedad. Los entrenadores, creo que esto es algo muy importante y creo que se debe resaltar el trabajo que ha venido haciendo Peace and Sport a través de la metodología y el proyecto de los Peacemakers, porque le da una visión más amplia a los entrenadores, a que realmente ellos son esos animadores de paz, que es el nombre que recibe en español un entrenador que ha venido haciendo este proceso. Pero adicionalmente hay algo que quiero resaltar y me parece que es vital en esos impactos positivos en la sociedad, y es cómo la familia se empieza a integrar a las actividades que su hijo o hija están haciendo en torno al deporte. Entonces ya ven que a través de esa formación, esas habilidades que ellos van adquiriendo, pueden lograr esos objetivos, de pronto no relacionados directamente con el deporte, pero va a haber una formación integral para que cuando sean adultos y en su proceso de formación tengan un valor muy puntual. Recuerdo esta mañana que el señor Busú estaba mencionando que cuáles son esos valores, y para mí hay un valor específico que me gusta incorporar mucho en las charlas y que los chicos tengan presente, y es el valor de la consideración. Porque muchas veces hablamos de respeto, hablamos de tolerancia, de aceptar al otro, pero ¿qué pasa con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, y cómo ese comportamiento afecta positivo o negativamente a otra persona? Llámese niño, niña, adolescente, adulto, anciano, inclusive hasta el medio ambiente. Entonces, la metodología de Peace and Sport ha hecho que se innove, por un lado, que se pueda estructurar y profesionalizar de una forma más avanzada las sesiones en terreno, que esto lleve a que los padres de familia participen, que vean que sus hijos han tenido cambios en su comportamiento tanto en la casa como en el colegio. Gracias, Gerson. Señor Lucena, acá hemos mencionado al principio de esta charla la creación de una nueva oficina en la Defensoría del Pueblo, que es la Oficina de Derechos Humanos y Deporte. ¿Nos puede hablar un poco más de las acciones emprendidas por esta nueva oficina de la Defensoría? Sí, definitivamente, y quisiera complementar y felicitar lo que ha hecho Gerson en Colombia. Desde esta mañana, las sesiones de esta mañana han sido muy interesantes, porque la pregunta es cómo lo hacemos y para qué lo hacemos.
Y hace 10 años, cuento esta historia para terminar con lo de derechos humanos, empecé a estudiar el cerebro humano, neurobiología, neurociencia, y tal vez la respuesta en todo lo que está contando Gerson, lo que hablábamos sobre equidad de género, lo que hablábamos de la relevancia y el legado de los eventos deportivos, tienen que ver con que convierten al cerebro neuroplástico, la neuroplasticidad, es decir, el deporte, la recreación y la actividad física tienen la capacidad de cambiar los cerebros humanos. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la ciencia. Por eso los que estamos sentados aquí hoy vemos esa transformación en los niños, en las niñas y en los jóvenes. Lo hacemos desde una parte tal vez porque amamos el deporte, pero la ciencia ya está corroborando que la verdadera transformación se da por las hormonas que esto genera en el cerebro. Y eso es importante decirlo porque cuando uno defiende un derecho humano, que es lo que hago yo ahora en la oficina del Defensor del Pueblo en Colombia, lo que buscamos siempre es detonar eso en los niños y niñas de un país. Para que haya fin a un conflicto, la gente tiene que sentir armonía, tiene que explicársele por qué está allí y repito, el mejor instrumento es el deporte. Es la primera vez que hay un delegado para la protección de los derechos del deporte en Colombia y por eso pues me honra estar acá sabiendo que Peace and Sport cumple esa labor, claro que la cumple, y que ahora tenemos que ir un poco más allá, entendiendo que todo lo que hacemos en el día a día lo que hace es transformar el cerebro humano. La Defensoría del Pueblo tiene programas en el Cauca, me parece que en la Guajira también. ¿Nos puede hablar brevemente de estos programas? Colombia es un país, para los que no lo saben, de 50 millones de habitantes. Geográficamente, si ustedes lo ubican, cabrían España y Francia dentro de Colombia, o sea, es un país muy grande, con muchos habitantes, con un conflicto armado que ha perdurado casi 60 años y que hoy finalmente estamos viendo unas luces al final del túnel, pero tiene su complejidad. La Defensoría del Pueblo llega a esas regiones, a lo que se llama la Colombia profunda, donde no ha llegado usualmente el Estado, donde se vulneran los derechos humanos constantemente, particularmente la Guajira y el Cauca. En La Guajira tenemos un proyecto de rugby que queremos empezar a trabajar con Gerson con la metodología de Peace and Sport y también en el Cauca, que es una zona afectada por el conflicto. Recuerden una cosa de Colombia, mientras luchamos por el deporte, también los grupos ilegales están con el tema del narcotráfico y el manejo de drogas creciendo. Por eso el deporte es una alternativa que ayuda a salvar muchas vidas y eso es lo que queremos hacer nosotros en Colombia con Peace and Sport y la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias, Ernesto Lucena. Ahora vamos a dar paso a un video, que es el video del viceministro del Deporte, Camilo Iguarán. Lo conocimos pues este año durante la organización de los Juegos de la Amistad en la localidad de Usme, juegos que reunieron un centenar de niños alrededor de los valores del deporte para la paz. Adelante con el video. Cordial saludo, yo soy Camilo Iguarán Campo, viceministro del Deporte, y les tendemos un saludo de nuestra ministra, la doctora María Isabel Urrutia. Para nosotros es un placer que ustedes nos hayan tenido en cuenta para participar en este foro mundial y que conozcan cuál es la visión que nuestro gobierno colombiano tiene del deporte. Colombia es un país que ha estado en conflicto interno, es decir, en guerra, durante los últimos 50 años. Este conflicto ha tenido más de 6.7 millones de víctimas y 220.000 personas han perdido la vida, las cuales es la población más vulnerable, los campesinos, los indígenas y la población afrodescendiente. Por primera vez, nuestro país le está apostando a la paz total, a la paz integral, para lo cual el deporte es un medio de transformación social. Es la principal herramienta que nosotros tenemos para poder llegar a todos nuestros territorios, a esa Colombia profunda, a esa Colombia abandonada, es decir, esos territorios selváticos donde nuestros niños y nuestros jóvenes son víctimas del conflicto armado. Nosotros tenemos una gran esperanza de que podamos conseguir la paz, de que podamos tener el apoyo de toda la comunidad internacional. Y es aquí donde organizaciones como la de ustedes se convierten para nosotros uno de nuestros principales aliados. Nuestra visión del deporte va más allá de la obtención de medallas en los Juegos del Ciclo Olímpico o en campeonatos del mundo. En este gobierno entendemos el potencial que tiene el deporte
para la construcción de seres humanos íntegros como herramienta de paz, como herramienta de transformación social. Muchas gracias y en verdad nosotros esperamos que se pongan la mano en el corazón, que apoyen este proceso que es tan fundamental para nosotros, y ustedes que vienen tomando el deporte como una herramienta de paz, y sabemos de las iniciativas que ustedes vienen desarrollando acá en nuestro país, aquí en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Usme, donde pues han hecho una labor muy importante y la quieren extender a lo largo del país. Estamos de puertas abiertas para recibir su apoyo, con la seguridad y la certeza que entre todos podemos hacer de Colombia un mejor país y, como dice nuestro presidente, una potencia mundial de la vida. Muchas gracias. Voilà, de Grigny à Bogota, de Grigny à la Colombie, on a deux exemples tout à fait concordants. Et à chaque fois, on a entendu cette expression « défense du peuple ». Défense du peuple, le sport mis au service de la défense du peuple. Et au moment où les tensions augmentent, où on ne parle que d'augmentation des dépenses militaires, peut-être qu'on pourrait réfléchir à l'augmentation des dépenses sportives. Dépenses sportives pour la santé, pour la sécurité. Ce sont des dépenses d'investissement à la fois dans l'individu et dans les populations. Et là, on a eu deux exemples extrêmement concrets, extrêmement vivants de la façon dont le sport peut utilement être mis au service de la paix, au service du bien-être, au service du vouloir vivre ensemble. Et c'est bien de cela dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, santé, sécurité et paix. Je vais maintenant appeler les différents intervenants, enfin Philippe Rio, à revenir, et on va prendre la photo de groupe de la session avant la session future qui s'annonce aussi passionnante que celle-ci. Voilà, parfait. Para una foto final. Muchas gracias a todos. Pascal et Anna, enlevez votre accréditation, c'est mieux pour la photo. Voilà, c'est parfait. Super. Côte à côte. Voilà, sous vos applaudissements, under your applause on this panel. Muchas gracias. Merci, merci à tous. Voilà, c'était extrêmement intéressant, extrêmement passionnant. Merci beaucoup.